Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue dans Ouvert pour Inventaire. Bonjour Quentin. Bonjour Alice. Bonjour Louis. Salut. Et tout de suite, le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors aujourd'hui, on vous parle de notre troisième film d'animation autour du cycle du film d'animation français finalement, avec une création plus récente puisqu'il s'agit du film d'animation, c'est déjà la troisième fois que je le répète, il va falloir que je me calme. J'ai perdu mon corps, réalisé par Jérémy Clapin et sorti en 1900, pas du tout. 1919. Oh putain, j'arrive plus à dire la date. En 2019, et il s'agit donc d'une adaptation d'un roman qui s'intitule, Louis, Happy Hand. Happy Hand, la main, hand. Oh Qui pourrait être le nom d'un salon de massage d'ailleurs. Oui. Avec finition. Et donc, ce film d'animation, il est disponible sur Netflix actuellement. Il a été présenté en première mondiale au Festival de Cannes 2019 et il y remporte d'ailleurs le Grand Prix de la Semaine de la Critique. Il remporte plus tard un prix, le Cristal du long métrage au Festival du film d'animation d'Annecy. Et en 2020, il est nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation et remporte 2 Césars. Donc vraiment, il a été... Ah, c'est un gros truc quand c'est sorti. Ça a été plutôt dithyrambique, je dirais. Quentin, est-ce que tu te sens de nous pitcher un petit peu cette histoire de « j'ai perdu mon corps ». Mais qui a perdu son corps ? Quoi ? Pourquoi ? Quand ? C'est la main. J'ai perdu mon corps au fond du jardin. Il y avait la voix et la gestu. Et là, la gestu, elle est que pour nous. Vous l'avez pas. Eh waouh. Alors oui, tout à fait. Écoutez, un jeune garçon dont je tairai le nom, il s'appelle comment ? Naoufel. Voilà, donc dont je tairai le nom, est enfant, à un moment donné, perd ses parents dans un accident de voiture terrible. Donc il se retrouve orphelin et va vivre chez des membres de sa famille. Alors dans une ville que je pensais être au départ, avec beaucoup d'ailleurs d'enthousiasme, Lyon, mais qui se révèle être Paris. Et donc il y a un saut dans le temps, puisqu'il doit avoir quelque chose comme 7-8 ans, sauf erreur de ma part, lorsqu'il y a l'accident. Et puis on le retrouve à quelque chose comme 16-17 ans. Il est livreur de pizza. Donc ça pose un peu un truc. Il vit dans une famille où il n'est pas bien apprécié, visiblement. Il n'a pas du tout envie d'y être. Et il gagne 3 fifrelins en étant régulièrement en retard lorsqu'il s'agit de livrer des pizzas. Donc il se fait engueuler au boulot quand il ne se prend pas des bagnoles puisqu'il est en mobilette pour les livrer. Alors nous en sommes là lorsque un soir il doit livrer une pizza et qu'il a une conversation avec la cliente via l'interphone. La pizza arrive extrêmement tard, donc il se fait d'abord engueuler, mais enfin il se passe quelque chose et puis il va essayer de retrouver cette jeune femme avec qui il a conversé et cela va l'amener à commencer un nouveau métier, une formation de menuisier. Il va aller vivre dans le petit appartement de l'apprenti, dans un apprenti finalement. Non, c'est pas un apprenti, dans une chambre de bonne, puisqu'on va la lui prêter pendant sa formation. Et puis donc, en abandonnant un peu cette famille dans laquelle il était, il va un petit peu se prendre d'affection à la fois pour le vieux monsieur qui lui enseigne le métier et puis donc surtout tomber amoureux de cette de Gabrielle. Oh Gabriel. Voilà. Alors ça c'est l'histoire. En parallèle de cette histoire, et donc je suis même pas sûr d'avoir complètement... Enfin, je crois que si, à la fin, j'ai compris, mais en parallèle de cette histoire de ce jeune homme, nous suivons l'histoire beaucoup plus étonnante d'une main. Un petit peu la chose dans La famille Adams, une main qui sort d'une morgue improbablement et qui se déplace dans Paris à la recherche de quelque chose, qui fait tout un périple. Voilà. Tout à fait. Messieurs, est-ce que c'était le premier visionnage ou est-ce que vous l'aviez découvert peut-être en salle à l'époque ou pas ? Non, je ne l'avais pas vu au cinéma à l'époque. Je l'ai revu il y a quelques mois parce qu'il est rentré dans le dispositif lycéen et apprenti au cinéma. Puisque Très bien. Maintenant, il y a souvent des films assez récents qui rentrent dans ce dispositif.
Et notamment des films parfois qui n'ont pas forcément rencontré le public, alors disons escompté, puisque J'ai perdu mon corps a été un joli succès, mais pas forcément tonitruant par rapport, pour certains, la qualité du film, et pour d'autres aussi, l'écho qu'a eu le film d'un point de vue critique. Parce qu'effectivement, tu le disais tout à l'heure, c'était quand même quelque chose quand c'est sorti, c'était un peu la fierté du cinéma d'animation français à l'international. Et du coup, j'avais découvert le film à cette occasion, et je l'ai découvert aussi du coup avec des élèves de lycée qui ont vu le film en même temps que moi, quoi, en gros. Alors que ça s'adressait très directement à eux, puisque en plus c'était dans un lycée pro, donc avec toute cette notion d'apprentissage, d'un métier, qui est assez chouette dans le film d'ailleurs, je trouve. Il y a un vrai truc sur la transmission, sur le travail manuel, etc. Et le travail d'Emmanuel, du coup, il perd sa main. Non, c'était pas ça, mais je suis resté sur les j'ai deux tenté derniers Emmanuel, épisodes, la main d'Emmanuel, on coupe la main. Oui. Ouais, Parce que je pensais à Emmanuel, le film. Alors je me suis dit. Ah, putain, mais... Ouais, mais le jeu de mots, c'était un jeu de mots ouvert, en fait. Ouvert. C'était une parabole. Pour inventaire. Et du coup, j'avais vu le film à cette occasion, et je savais pas trop quoi en penser, et toujours pas, parce que je suis assez séduit par certaines choses, mais presque d'un point de vue trop intellectuel. C'est-à-dire que je trouve conceptuellement le film assez abouti, c'est-à-dire qu'on a vraiment un récit en montage parallèle, disons. C'est-à-dire qu'on a deux récits qui sont mis côte à côte, c'est-à-dire qu'on enchaîne des séquences, et on comprend quand même, au bout d'un moment... Presque 3, en fait, avec son enfance. Oui, avec l'enfance, tout à fait. Ben oui, on a presque 3 récits en parallèle, et on comprend assez rapidement qu'on est sur 3 temporalités différentes, et que petit à petit, par un resserrement de la durée des séquences qui sont de plus en plus courtes, et où on commence de plus en plus à voir des similitudes très très directes, qu'on va nous faire converger vers un moment où tout ça va adopter, disons, une certaine logique. Et ce qui est pour le coup très malin, c'est qu'on a des éléments distillés qui sont propres à chaque temporalité. C'est-à-dire que vraiment dans l'enfance, on a une grosse focalisation sur le petit magnétophone qui sert à Naoufel à enregistrer des sons et à se passionner pour les sons, pour ce qu'il entend, et du coup en réécoutant des moments de son enfance, des fois un peu désagréables d'ailleurs, le présent autour du coup de cette petite histoire d'amour, etc. Et la main qui, elle, rentre dans un périple où elle cherche quelque chose. On fait semblant de savoir qu'on sait pas ce que c'est, alors que le film s'appelle J'ai perdu mon corps. En vrai, c'est rendu assez compréhensible rapidement. Et tout va converger. Et je spoil pas pour le coup. Et j'aimerais bien qu'on spoil pas parce que je trouve pour le coup la fin assez émouvante. Donc à la fin, et la convergence de tout ça est plutôt réussie et plutôt touchante, je trouve. Oui. Même si il y a presque un côté exercice de style qui prend le dessus parfois, où c'est très conceptuel, disons. On a un côté un peu scolaire sur cet enchaînement de séquences. Ça marche bien, parce que la musique, elle est canon. Visuellement, c'est pas mal. C'est pas complètement ma came, mais c'est assez abouti, d'un point de vue purement technique, disons. On a une espèce de mélange de 3D, 2D, on a une espèce de fausse 3D qui est là pour rappeler de la 2D. Stylistiquement, c'est plutôt bien fait, disons. Mais j'ai trouvé ça presque froid, en fait. J'ai trouvé ça presque trop... intellectuel, je sais pas comment le dire. D'accord. Et ça m'a laissé un petit peu en dehors de tout ça, même si j'avoue à la fin j'avais eu un côté, ça m'avait un peu emporté, avec la musique en plus. Et le truc très réussi, c'est le parcours de la main, qui du coup, on a presque un film dans le film, avec tout ce périple muet de cette main, et l'un des enjeux de la fabrication du film en termes d'animation que je trouve abouti, c'est d'arriver à retranscrire quelque part les émotions entre guillemets de cette main par de la pure gestuelle, où on renoue presque avec du cinéma muet, presque du plastique, du burlesque, on arrive à dire beaucoup avec juste des mouvements, et ça c'est bien fait. C'est-à-dire que la main, on arrive vraiment à être en empathie dans son périple, et du coup ça donne un truc un peu à la Ma chérie j'ai rétréci les gosses, où des trucs anodins pour nous vont devenir un défi. Il y a des oiseaux, les rats, machin. Et du coup, là, on a presque un film de genre à l'intérieur de J'ai perdu mon corps, qui est, je trouve, très réussi. Voilà. Et toi, Quentin ? Oui, bien sûr, j'ai découvert le film, puisque comme vous le savez, je regarde quand même assez peu de films d'animation en général. Alors, je dirais beaucoup moins de choses, mais moi j'ai été
parce que aussi assez peu connaisseur du cinéma d'animation, j'ai été très très vite happé par son esthétique très cinématographique justement, qu'il y a moins dans les films précédents qu'on a abordés, où là vraiment en fait on a l'impression ni plus ni moins d'avoir des caméras qui sont posées et qui créent des plans avec des profondeurs de champ, avec vraiment énormément de références esthétiques. Alors que j'ai perçu et qui ne sont peut-être pas forcément les références du gars, ou qui sont clairement assumées, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais même plus par rapport à quoi, mais j'ai pensé à Lynch, à Kubrick, alors à Rocky, parce que là pour le coup il y a une affiche dans une des pièces, dans une des chambres, à Blout, à Léon, c'est vraiment très empreint de culture cinématographique. Donc évidemment, moi je rentre plus facilement là-dedans. Voilà. Parce que pour moi c'est plus facile, tout simplement. Donc je suis comme tout le monde. Moi quand c'est difficile, j'aime pas plus que ça. Après oui, j'ai été plutôt bien pris. Alors tout de suite après avoir vu, je t'ai envoyé à Lénis parce que c'était ton projet, un petit SMS. On va pas se mentir, le film fout le seum, quelque chose de très concret. Et d'ailleurs, je n'emploie jamais cette expression. Vraiment, c'est celle qui m'est venue à la fin du film. J'ai essayé de marquer, mais ça fout le seum. Et voilà, parce que je suis pas de cette génération qui utilise ce genre de terme, mais ça m'est venu comme ça, comme une évidence. C'est très triste. Oui. Voilà, attention, sortez les violons. C'est pas la bonne ambiance absolue. C'est pas voilà, c'est pas trop le leitmotiv du crépuscule des dieux. De Wagner, bien entendu. Donc, bon, après, non, je trouve que c'est plutôt une jolie histoire. Donc, on dira pas... De toute façon, on peut même pas spoiler véritablement, puisque cette fin, elle est, me semble-t-il, très ouverte. Oui. Voilà. Pareil. Là-dessus... Mais il y a vraiment un moment de convergence où les trois récits convergent en un moment et où on comprend qu'on a une espèce du coup de puzzle qui tout à coup s'assemble en un moment clé, comme si tout devait converger à ce moment précis. Un peu, et où en fait tout ce qu'on avait pu voir sous forme un peu éclatée avant en termes de détails qui étaient dispersés d'un point de vue temporel convergeait sur un moment un peu avec la musique qui monte un peu spectaculaire sur un toit d'immeuble. Ça pour le coup moi ça m'avait un peu ému. Enfin il y a un côté assez un mélange d'épique et d'émouvant qui marche bien. Oui, presque trop. Encore une fois, presque trop. Ouais, moi je me souviens l'avoir découvert en salle, ce film d'animation quand il est sorti, et avoir été, oui, effectivement très émue, et j'aime beaucoup cette esthétique, et surtout, moi, c'est juste que ça, ça fait converger des thèmes qui m'intéressent particulièrement, la famille, l'histoire d'amour enfin, d'amour, oui, on peut appeler ça comme ça, l'histoire d'amour, et aussi l'aspect mentor qu'on retrouve. Et du coup, j'ai été très touchée par ces trois fils qui vont se relier. Et effectivement, il y a des scènes très très fortes avec le trajet de la main. Donc, tu en parlais un tout petit peu avant, Louis, mais il y a une scène qui est dans le métro assez terrifiante avec des rats. Il y a une scène que je trouve d'une pure douceur et beauté avec un bébé, avec un enfant, pareil, qui rencontre cette main, parce qu'en fait, la main se cache un peu des êtres humains. Mais pour les personnes qui peuvent pas communiquer, par exemple un chien, par exemple un mec trop bourré qui sort du métro, là elle continue son chemin, on va dire, elle fait pas trop attention à ça. Et je trouve que ça fait des belles rencontres et des beaux, je sais pas, c'est fou d'un objet inanimé entre guillemets, enfin pas humain, de pouvoir en faire ressortir autant d'émotions. J'ai trouvé ça vraiment très beau. On sent que c'est une des obsessions de ceux qui ont fabriqué le film, autant en termes de réalisation que d'animation pure, c'est-à-dire de technique. C'est vraiment d'insuffler un objet, alors pas forcément inanimé pour le coup, mais voilà, qui n'a pas les attributs qui permettent de transmettre des émotions purement humaines, c'est-à-dire un visage, pardon. Autant tu vois un animal, tu peux un peu faire de l'anthropomorphisme. Exactement. Pour très facilement transmettre des choses de l'ordre d'émotions humaines qui pour le spectateur permettent une attache émotionnelle, affective. Et là, c'est pas le cas pour cette main, et du coup, tout doit passer par autre chose, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, et on sent que c'est obsessionnel. Enfin, on sent que le film est en grande partie construit autour de cette idée, et qu'en termes d'animation, tout a été pensé pour aboutir à ça, et ce qui permet, du coup, de faire des séquences où... Là aussi, il y a un truc un peu conceptuel, c'est qu'on a vraiment des séquences, à chaque fois où la tonalité est très claire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette séquence dans le métro, c'est une pure séquence de film de genre, de film d'horreur, qui est pensée en termes d'efficacité pure. En termes même de lumière, il y a un truc hyper
presque expressionniste, assez baroque même en fait, avec la lumière qui est hyper crue sur les visages des rats, etc. Et cette main qui du coup a peur. Et comment on arrive à faire ressentir qu'une main qui marche comme ça, coupée, a peur? C'est un des enjeux du film. Et je trouve qu'on est presque... Quand je parlais de conceptuel, c'est que c'est tellement évident que c'est presque surligné. Et j'ai presque l'impression que la séquence est plus là pour dire « Regardez ce à quoi on peut aboutir » que... C'est peut-être moi qui ai surlu ce truc, mais j'avais presque l'impression que les séquences reposaient plus sur cette idée-là, d'arriver à faire émerger ça, qu'un fonctionnement purement narratif ou simplement émotionnel. Ouais. Mais c'est peut-être moi qui suis un gros con. Non, pas du tout, mais sur le côté spectaculaire et divertissant que ça peut produire, tu vois, c'est ce que tu disais, Quentin. Peut-être que c'est un film qui est plus facile d'accès grâce à ça que d'autres dont on a parlé précédemment, qui sont clairement. Esthétiquement plus... Âpres. Oui, voilà, c'est ça. J'allais dire plus refermés sur eux-mêmes, c'est pas vraiment la bonne expression, mais plus difficile d'accès, je dirais. Et puis c'est tout bête, mais par rapport aux deux films précédents, donc La planète sauvage et Le roi et l'oiseau, c'est le seul film qui se passe diégétiquement dans notre Tout à monde à fait. nous, avec en plus beaucoup de référents autour de la pop culture, du rap, comme tu le disais, il y a des affiches de films. Tout est fait aussi pour nous rattacher à une réalité qu'on connaît pour des questions d'identification, bien sûr. purement d'émotion, d'empathie, etc. Donc ça crée aussi beaucoup cette espèce de confort au premier abord dans lequel le film nous installe. Et c'est tout bête, mais comme c'est un film récent, en termes d'animation, de dynamisme, etc., ça correspond beaucoup plus aux standards actuels. Là où les films des 2 semaines précédentes demandent peut-être un regard un petit peu distant d'un point de vue historique, où on accepte que ce soit des films d'une autre époque, même si, au moins pour Le roi et l'oiseau, ça marche encore très bien. Là, pour le coup, c'est un film complètement contemporain. 2019, c'était hier en termes d'animation, même si les choses évoluent très vite. Tout à fait. Tu avais quelque chose à ajouter? Bah, que ça en 2019, ça ne faisait que 2 ans qu'Emmanuel Macron était au pouvoir. Voilà. Et on sent que le film a encore de l'espoir politiquement. Oui, il y a encore. Alors, il pleut beaucoup, tout ça, c'est un peu la misère sociale, mais quand même, il y a une sorte de... c'est plus un film bilan Hollande qu'un film début macronisme. Ouais, mais exactement. Et voilà. De toute façon, ça va être après Bram Stoker, je crois que toutes les émissions, on essaiera de placer un petit scud, quoi. On est dans, on est dans l'arc. Oui. Macron. Désolé. Hein. Après l'arc Bram Stoker. Et là, c'est bien malgré nous. C'est pas. Alors là, ça nous a été imposé. Oui, parce qu'on rappelle que Quentin a été bloqué par Emmanuel Macron en personne, qui lui a tenu la veste en disant non, tu n'iras pas parler de cinéma d'animation de Ouvert pour Inventaire, car tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Tu es un danger pour la société, pour mon pouvoir. Oui, c'est Non, ça. mais ça, c'est pas ça. Et du coup, Quentin est un révolutionnaire, il est venu. Ouais. Bien sûr. Quentin a un grief personnel avec Emmanuel Macron. Ah oui, j'ai eu maille à partir. Ceux qui comprennent pas, juste allez écouter l'épisode sur la planète sauvage. Ouais, vous avez pas le choix là. On explique Bien sûr, tout. bien sûr. Faites-nous des stats. Et voilà. Bon, alors voilà. C'est malheureux. C'est malheureux. Cette Bah histoire. oui. Et puis surtout, ce que je trouve très beau aussi, pour pour conclure un petit peu, c'est cette tranche de vie de ce personnage. À un moment, il est question un peu du destin, tout ça, qui vit finalement, qui grandit dans une famille plutôt aisée. Oui. Alors, je sais pas de quelle origine il est, je me demande s'il est pas marocain ou quelque chose comme ça. Mais voilà, sa mère est musicienne, son père aussi. Voilà, il a quelque chose de très ouvert sur la culture, dans une jolie maison, etc., etc. Et il se retrouve finalement dans un petit appartement, dans un HLM. Il est complètement rétrogradé. Oui, c'est ça. Et où finalement son destin est complètement mis à mal par cet accident de voiture. Et je trouve que tous ces événements, tu vois, le fait qu'il soit amoureux de cette fille, donc il essaye de la suivre, il tombe sur le menuisier, il se dit bah en fait je sais pas quoi faire de ma vie, donc ça ou autre chose, c'est la même chose quoi. Je sais pas, moi je suis très attachée à cette tranche de vie, je trouve les personnages très doux, très, en tout cas j'ai éprouvé beaucoup d'empathie pour tous ces personnages, et en fait, ça pourrait presque être un film s'il n'y avait pas ce côté fantastique avec la main qu'on suit. Oui, puis il évite très bien pas mal de stéréotypes et de caricatures. Les personnages sont bien écrits pour le coup. Ouais. Oui. En plus d'être attachant, parce qu'un personnage peut être attachant sans être très bien écrit. Là, il y a un soin très particulier apporté à l'écriture des personnages, même si je trouve très sincèrement le doublage assez inégal. Ah, Mais... moi j'aime beaucoup le doublage. Ouais, je sais, c'est souvent un truc qu'on me rétorque. Et moi, je le trouve assez inégal. Je le trouve des fois un peu monolithique, un petit peu mécanique.
Et Faut dire que dans la version originale, c'était Robert De Niro qui doublait. qui doublait la main. Qui doublait la main. Faut savoir. Qui doublait la main. La main qui du coup. En fait, je voulais imiter la tête de Niro. Je me suis rendu compte qu'en point de vue de podcast, ça vaut rien. Ça marche pas. C'est un truc absolument pas podcastable, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'une main qui fait De Niro, ou De Niro qui fait une main. On sait pas. Voilà. Parce que là, j'ai tenté. On moi, va évidemment. laisser le petit blanc et on va laisser les gens Imaginez. deviner ce que ça peut donner. Imaginez. Puis sinon, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On vous la fera. Voilà, parce que maintenant, on est aussi en image. Pas qu'en son. Nous sommes aussi des Eh visages. oui, nous sommes des êtres de chair. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Vous êtes de plus en plus Facebook, nombreux. Twitter et peut-être bientôt d'autres plateformes. Nous verrons bien. Oui. On verra si on a le temps, surtout. C'est pas que ça fout. Sur ce, messieurs, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on passe aux recommandations ? Juste si, une Vas-y. dernière chose parce que ça allait m'échapper. Alors c'est pas fondamental, mais c'est que à cause de cette, moi aussi je suis très friand parce que je suis aussi fleur bleue, c'est-à-dire le métier qu'il découvre et ça lui plaît alors qu'il l'avait fait surtout parce qu'il fallait qu'il trouve une excuse de pourquoi il était là. Le fait que le film, sans le dévoiler la fin, mais soit cette fin ouverte. Permet aussi de briser le côté peut-être très happy end ou très, enfin comment dirais-je, vous savez, c'est ce truc-là où c'est la révélation d'un métier et ça y est, en fait, le jeune arabe a été pris sous l'aile et donc c'est formé. Enfin comme tous ces films Très français, bon sentiment. Ouais. très bon C'est sentiment, on en envoie plein où c'est toujours c'est de la merde. C'est insupportable. C'est insupportable. Il y a eu plein de films ces dernières années qui tirent là-dessus. C'est insupportable parce que c'est faux, surtout. Mais oui, On oui, précise. Hein. oui, C'est pas l'idée même. c'est insupportable que ces Arabes nous prennent le travail. Non, c'est insupportable cette espèce de mensonge perpétué par le cinéma qui se veut bien pensant, où le prof de fac facho devient finalement de gauche, comme C'est le film clair. avec Daniel Auteuil, Oh là, là ou je sais là. plus quoi. Ça s'appelle contourner un problème au lieu de l'affronter. Voilà. C'est bien dommage. Et là, c'est vrai qu'au moins le film tombe pas dans cette embûche, sans pour autant tomber dans le misérabilisme non plus, parce qu'il nous laisse la possibilité de réfléchir après. Donc là-dessus, c'est bien vu. Voilà. C'était ça que je voulais ajouter. Et d'ailleurs, en redécouvrant le film pour la deuxième fois, juste, je me souvenais plus du tout de cette fin. Donc voilà, dans mon esprit, je sais pas, je me suis imaginé une autre fin que celle qui est celle du film. Bon, bref. Je rigole parce que j'imagine le passage où t'imites un raciste isolé et utilisé à ton insu sur Internet. Comme Et d'habitude. j'avoue que ça me fait rire et que je répondrai à ça. Mais je l'espère. Je fais le maximum pour qu'on puisse extraire de mon propos des choses. Sachez que Quentin n'a qu'un rêve, c'est d'être cancel à l'image de tous les gens qui l'admirent. Exactement. De toute façon, ça me prend au nez, mais je suis pas encore assez une vedette pour ça. Parce qu'on cancelle pas les mecs comme moi. Excellent. Alors sur ce, messieurs, est-ce que vous avez des recommandations à proposer à nos auditeurs et auditrices ? Oui, et pendant l'enregistrement de cette émission, parce que j'en avais plusieurs, et donc ça m'a permis de trancher, comme le film dont on vient de parler traite à un moment, surtout avec cette histoire de livreur de pizza, des difficultés du travail, j'ai vu un film, alors c'est un peu tarte à la crème, parce que je crois qu'il a été unanimement salué par la critique, et donc ça me fait chier de partager avec ivresse le vin grossier de cette popularité, pour reprendre en quelques mots les termes de T'inquiète, Proust. Eric Neuf a dû détester. donc. Oui, heureusement qu'il existe, lui. Non, pardon. Sage-femme de Laura Fener, sorti donc en 2023, alors qu'il doit être sur Arte, je crois, ou sur Canal, enfin, et qui parle donc, comme son titre l'indique, hein, du travail des sages-femmes. Alors, en soi, rien pour me plaire. Hein, moi, les gosses, les sages-femmes, j'en ai rien à cirer. Mais en revanche, c'est extrêmement brillant du début à la fin sur la question du travail, pas tant sur les sages-femmes, parce que sinon ça m'aurait pas trop intéressé, mais contrairement à beaucoup de réalisateurs au cinéma social, du travail, et qui parfois loupent un peu la cible, ici je trouve que c'est admirablement réussi. Vraiment. C'est-à-dire que ça rappelle que le travail, c'est quand même une sacrée tannée. Et c'est très, très bien fait. Voilà. Très bien. Et toi, Louis ? Moi, du coup, je recommande cette semaine mon médecin traitant, parce que je sais que beaucoup de personnes en cherchent un en ce moment. Et écoutez, le mien est super. J'y suis allé la semaine dernière pour un problème de rhume et il m'a prescrit plein de trucs qui m'ont fait planer toute la semaine. Du coup, voilà, docteur Pichon, 4 rue de l'Arbreuil, du côté de Villeurbanne. Vraiment super. Docteur Pichon. Secteur 1, secteur 2 4. Secteur 4. Ah oui, donc il prend 169 € de la séance. Ouais, dans ces eaux-là. Mais Ouais. après, c'est les produits qui sont prescrits aussi. Oui, c'est qui ça. sont efficaces. Ouais. Mais d'un point de vue cinématographique, par contre, parce que en fait, j'ai aussi regardé des films et du coup, comme j'étais complètement défoncé par les médicaments, j'ai regardé un film qui m'a fait complètement planer. Et à partir de maintenant, je me suis aussi dit que j'allais vous recommander surtout des films disponibles gratuitement.
parce que je sais, pour avoir beaucoup lu vos commentaires sur les réseaux sociaux, que ce qui nous lie au-delà de l'amour du cinéma, c'est la pauvreté ou la radinerie. Et du coup, cette semaine, je vous recommande un film qui est disponible gratuitement sur France TV, qui a un super site de replay avec plein de films, avec maintenant un vrai catalogue de SVOD. Et parmi les films que j'ai regardés et que j'ai trouvé plutôt chouettes, il y a un film japonais sorti en 1975 réalisé par Junya Sato qui s'appelle Super Express 109 et qui est en fait le prototype de Speed. Le film avec un bus que si on l'arrête il explose. Et ben là c'est pareil mais avec un train. Et le seul défaut du film c'est qu'il est un peu long. Et il est long en durée et en ressenti. Mais regardez-le tranquillement une soirée. C'est un vrai film japonais des années 70, c'est-à-dire assez débridé stylistiquement. Et en même temps c'est un vrai film de suspense où du coup il y a ce train lancé à pleine vitesse, un train hyper moderne. Le film joue vachement sur cette caractéristique du Japon. Alors d'ailleurs je sais pas si c'est un truc qui vous a marqué mais le Japon qui est vraiment un pays entre tradition et modernité, c'est une réflexion que je me faisais l'autre jour et le film parle aussi de ça. Et c'est un film d'action, un film à suspense très sympathique, Super Express 109, disponible sur France TV. Très bien. Eh bien moi je vous conseille, j'ai fait un petit peu le tour de mes BD là du coin de l'œil et je vous conseille les strates de Pénélope Bagieux, qui est pour rester un petit peu sur cet aspect tranche de vie. Là c'est très autobiographique comme BD, c'est très touchant et moi ça m'a beaucoup ému, donc voilà, je vous conseille cette BD, Les Strates. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Oui. Et on vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, que la vie soit douce. Et on vous aime. Voilà. Bien sûr. Bisous. Salut. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.